Et je jouais contre des mecs presque majeurs et je me faisais rouster tout le temps et ça me cassait les pieds. Donc je me suis dit, bah vas-y, si tu te fais rouster et que t'arrives pas à jouer contre des gens un peu plus âgés, bah essaye d'aller dans la cage. Et bah dans la cage, c'est moi qui leur faisais mal. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Vous en avez l'habitude, depuis 2 saisons, mes invités se livrent avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. Pour cette saison 3, on va de nouveau se pencher sur le poste, la grande famille des gardiens de but, qu'importe le sport. Un poste à part, diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Et si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, 2 saisons vous attendent. Pour les réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Et pour ce nouvel épisode de La Voix des Gardiens, on continue d'explorer le poste dans sa diversité. Le podcast a l'ambition de plonger dans l'univers des gardiens. Cette fois, on va plonger tout simplement, mais dans une piscine, celle de la Team Strasbourg, club de première division de water-polo, pour découvrir un nouveau sport avec le gardien de l'équipe de France. Bonjour Hugo Fontani. Bonjour. C'est toi qui vas nous faire découvrir le rôle de gardien de but au water-polo, les spécificités, les caractéristiques, les liens avec les autres sports, comment performer, comment réussir des parades, le tout en balayant tous les moments forts de ta carrière, de Nice à Strasbourg, en club et en sélection depuis 2015, avec notamment les Jeux Olympiques de 2024 que tu viens de disputer. Mais avant ça, première question, c'est quoi un bon gardien de water-polo en 2025 ? Un bon gardien de water-polo, c'est assez compliqué parce qu'on a besoin de beaucoup de paramètres. Tout d'abord, il faut avoir de bonnes jambes pour pouvoir se hisser hors de l'eau, pour pouvoir effectuer les arrêts au moment où il faut. On a besoin d'être aussi beaucoup gainé parce que si on arrive à sortir de l'eau grâce à la force de nos jambes et qu'on n'a aucun contrôle sur notre corps, c'est très compliqué. Donc il faut avoir beaucoup de gainage, beaucoup travailler là-dessus. Et après, c'est tout un travail de réflexe qui est un peu similaire à tous les gardiens de but dans tous les sports. Et tout ça mélangé, ça donne un bon gardien de water-polo. Il faut aussi avoir, j'ai oublié, très important, une très bonne vision du jeu, que ça soit pour lancer l'attaque et aussi pour pouvoir peut-être avoir un coup d'avance en défense et pouvoir réaliser l'arrêt au bon moment. D'habitude, je demande aux invités comment ils sont devenus gardiens de but, mais là j'ai même envie de rajouter une question. Comment on en vient à jouer au water-polo ? Comment tu as joué toi ? Alors moi, c'est assez particulier. En général, c'est un sport où on tombe dedans, on tombe amoureux parce que les parents ou quelqu'un de la famille en a pratiqué avant. Moi, c'est totalement l'inverse. Personne ne connaissait le water-polo avant que moi j'en fasse. Il faut tout d'abord apprendre à nager. Et après, moi, j'adore le ballon, le foot, le basket, le handball. Je regarde tout. Je jouais au foot très très souvent avec mes copains à l'école. Donc le ballon, ça m'a tout de suite attiré. Mes parents le savaient. Ils m'ont dit, bah vas-y, va essayer. T'as voulu rajouter les deux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est va t'amuser avec les plus grands parce que à l'époque, dans ma catégorie de débutant en natation, tu peux pas pratiquer le water-polo. Ils m'ont dit, bah vas-y, va essayer. En plus, je connaissais 2-3 gars plus âgés que moi qui en faisaient déjà. Et j'ai essayé, puis je suis tombé amoureux. Et comment t'es devenu gardien de but ? À partir du moment où t'as joué, comment t'es devenu gardien de but après ? Donc il faut commencer joueur obligatoirement au water-polo pour avoir toutes les bases, que ce soit le rétropédalage, la natation qui est très importante, le maniement de balle. Et après, quand tu es un peu plus âgé, tu peux choisir gardien ou joueur. Donc moi j'étais joueur jusqu'à mes, je dirais 13-14 ans. Et moi ce qui me fatiguait, c'était à l'époque il y avait un système de surclassement. Je sais pas si c'est encore actuel aujourd'hui. Avant on pouvait être surclassé 2 ou 3 fois. Moi j'étais surclassé à chaque fois 2 ou 3 fois parce qu'à ma catégorie il y avait pas grand monde. Et je jouais contre des mecs presque majeurs et je me faisais rouster tout le temps et ça me cassait les pieds. Donc je me suis dit, bah vas-y, si tu te fais rouster et que t'arrives pas à jouer contre des gens un peu plus âgés, bah essaye d'aller dans la cage. Et bah dans la cage, c'est moi qui leur faisait mal, malgré la différence d'âge. Donc c'était tout de suite c'était un déclic pour moi et j'ai su que c'était le poste qui me fallait en tout cas au water-polo, quoi. Sur le même thème, on va passer directement à la question mystère. Ces 2 coéquipiers, tu vas les reconnaître, je pense. Ouais. Je te la laisse écouter et puis après, je te laisserai y répondre. Salut Hugo, on a une petite question pour toi. Sois honnête avec nous, as-tu choisi le poste de gardien par passion
ou alors parce qu'on sait évidemment tous que c'est le poste le plus facile au water-polo? Alors, c'est une question vraiment... On a beaucoup de débats là-dessus parce qu'ils disent que nous, on est les branleurs du sport. Là, c'est deux de tes coéquipiers à Strasbourg. Ouais, c'est les deux zouaves là. C'est Steven Vitran et Loris Canovas. Alors j'ai choisi parce que j'arrivais pas trop à rivaliser avec les plus vieux. Et eux, les joueurs pensent que les gardiens, qui glandent rien, quoi. Et ils se rendent pas compte de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on fait pour leur sauver les fesses quand ils font des erreurs. Et ils nous disent jamais merci en plus. Et ça, c'est le pire. Mais ça justement, est-ce que c'est commun à tous les sports, le fait que le gardien, parce qu'il court moins, dans un sport où il nage moins, ou en tout cas il se déplace moins, c'est commun à tous les sports. Tu penses que c'est un manque de reconnaissance par rapport au fait qu'il y ait moins de déplacements et que ce soit moins physique, même s'il y a d'autres compétences à avoir? Je dirais pas un manque de reconnaissance, mais je dirais que pour les joueurs, eux, leur entraînement, quand ils doivent nager effectivement 3, 4 bornes, 5 bornes, c'est dur, c'est très dur. Moi, je pourrais pas le faire. Et ça, ils en sont conscients. Mais ce que je fais moi dans la cage, il y en a très peu qui sont conscients, qui peuvent pas le faire non plus comme moi je le fais. Et c'est là où il y a le débat à chaque fois, on se taquine, on se charrie. Mais oui, leur entraînement est très dur, mais le nôtre n'est pas facile du tout non plus. On y reviendra après dans le détail sur la spécificité du poste. Majoritairement, les invités de ce podcast sont des gardiens de but footballeurs ou alors même d'autres sports, le handball ou le cécifoot. C'est quoi ton lien, toi, avec le foot? Je sais que tu es né à Nice, le Stade du Ré, l'Alliance. C'est quoi ton lien avec le foot? Alors le foot en tant que niçois, chauvin, OGC Nice dans le cœur depuis toujours. Donc je suis activement leur parcours, leurs résultats, que ce soit en Coupe d'Europe quand ils y sont ou en championnat. Et mon lien en particulier avec le foot, c'est que quand j'étais petit, je voulais en faire déjà, à la base, avant le water-polo. Et j'ai toujours joué avec les copains, que ce soit à la cour de récré, tous les week-ends on allait au parc, quand on pouvait aller sur les stades, on allait sur les stades, on faisait des matchs de foot tout le temps. Donc c'est vraiment, si je peux dire, le deuxième sport que j'affectionne le plus après le water-polo. Et c'est vrai que des fois, je regrette de ne pas avoir tenté une carrière. Je sais que c'était énorme au foot, parce que tous ceux qui tentent et qui se ramassent... Ouais, mais pourtant, tu as la taille, parce qu'on parle de la taille en gardien. Tu as le 1m90. Voilà, il y a déjà la donnée physique, tu l'avais. Ouais. Mais alors, tu vois, moi, le paradoxe, c'est qu'au foot, j'aurais bien aimé être joueur. C'était le truc qui me plaisait le plus, c'était être un peu technique, courir après le ballon, là, pour le coup. Nager après le ballon, non. Mais courir après le ballon, ça, j'aime bien. Et non, j'ai pas eu la chance d'essayer. Ça me dérange absolument pas, parce que j'ai fait ma carrière ailleurs et j'en suis ravi. Et le lien avec le foot, quand je vois les gardiens de but au foot, ce qui est impressionnant, c'est par rapport aux dimensions de la cage. Je sais pas comment ils font pour se déplacer. Moi, tu m'envoies un ballon au foot par terre, déjà, impossible de plonger. Donc pour ça, déjà, ils ont tout mon respect. Mais non, c'est vrai que le déplacement dans une cage aussi grande, pour moi, le jeu de jambes qu'il faudrait avoir, etc., le placement aussi, je pense que ça serait le truc le plus compliqué à travailler pour moi. Et c'est ce que je regarde le plus quand je regarde un match de foot et que je regarde les gardiens. C'est ce qui m'impressionne le plus, c'est ce que je regarde le plus. Ouais. Et en tant que supporter, est-ce que tu as des souvenirs de foot, de stade, d'arrêt de gardien? En plus, à Nice, il y a eu des grands gardiens. Avant que tu partes, tu es parti de Nice en 2013, mais il y a Hugo Lloris qui était là sur la fin des années 2000, début des années 2010. Est-ce que tu as des souvenirs, toi, de grands gardiens à Nice ou de souvenirs au stade de foot? Ouais, le stade de foot, je suis allé voir que Nice, donc j'ai des souvenirs que de Nice. C'est vrai que ceux qui m'ont marqué, ça serait Hugo Lloris, évidemment, parce que c'est peut-être un des plus grands gardiens français de tous les temps. Je dirais aussi qu'il y a chez nous là celui qui est en place en ce moment, Boulka, qui est quand même assez solide. Et on a eu Schmeichel aussi que je suivais à Leicester, ouais, merci, qui était très fort à Leicester. Chez nous, il était très fort aussi, mais un peu en dessous de ce qu'il avait montré et que j'admirais particulièrement. Place au water-polo maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet. Première question, je pense qu'on te la pose à chaque fois. Voilà, tu vas nous guider pour découvrir le water-polo avec toi. Est-ce que tu as pied? Non, on n'a pas pied. En général, le bassin fait 2 mètres de profondeur. Donc, à part si t'es géant et que tu as la chance de pouvoir
toucher le fond, tu n'as pas pied. Et c'est là qu'intervient notre jeu de jambes dont tu parlais. Nous, on rétropédale. C'est un mouvement circulaire des deux jambes en même temps, mais dissociées l'une de l'autre. Donc ça ressemble un peu à un fouet de cuisine, si on peut dire. Là, les fouets, les robots de cuisine qui font ça comme ça. Sauf que nous, c'est un mouvement inverse d'une jambe à l'autre. Et ce qui nous permet de nous hisser, du coup, en hauteur. Et c'est ce qui nous permet aussi d'être movible dans la cage et de rester stable. Parce que dès qu'on enlève ce mouvement de jambe, bah, soit juste on flotte. Et bon, s'il y a un mec qui tire à ce moment-là, c'est mort. Soit si on arrive, enfin, ceux qui arrivent à faire ça en battement, franchement, respect. Parce que c'est impossible. Et sinon, après, on utilise beaucoup le ciseau de brasse aussi. Qui lui nous permet de nous hisser en hauteur rapidement. Okay. Pour faire un arrêt, en général, on alterne en rétropédalage au moment où le ballon est en mouvement. Et quand il y a un shoot, du rétropédalage, on arrête ce mouvement-là rapidement pour passer en ciseau de brasse et pouvoir aller chercher le ballon, surtout quand il est en lucarne. Et ouais, c'est un coup à prendre. Hein. Ouais, c'est l'équivalent pour le hand ou le foot du gardien qui va être sur les appuis, à sautiller un peu en restant sur les appuis et qui après va prendre l'impulsion pour se jeter au sol au hand avec en fente ou tout ça. En fait, c'est deux mouvements différents qui après vous permettent vous de préparer l'arrêt avec le reste du corps. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu plus proche du hand que du foot, je pense, au niveau vraiment des appuis. J'ai en mémoire Thierry Omeyer surtout. Pareil, qui m'a marqué un peu plus que d'autres qui vraiment trépignaient comme ça, et puis d'un coup qui explosaient dans la cage. Et ouais, nous, c'est exactement la même chose. Tu as grandi à Nice, qui était une ville de sport. Aujourd'hui, tu es à Strasbourg, qui est aussi une ville de sport. Est-ce que tu vas piocher un peu dans d'autres disciplines? Est-ce que tu regardes un peu les gardiens dans d'autres disciplines pour, est-ce qu'il y a des choses qui sont applicables au water-polo ou ça t'intéresse? Tu veux essayer de choper quelques trucs? Comment tu as cette vision des sports? Bah alors, vu que notre sport s'apparente plus au handball, je regarde beaucoup le handball. Sur les réseaux, j'ai beaucoup de vidéos un peu d'entraînement et tout qui passent, parce que vu que je regarde beaucoup de sport, mon fil d'actualité sur les recherches, etc., c'est que du sport. L'algorithme fait bien les choses. Ouais, l'algorithme, exactement. Mais non, je regarde un peu tout ça. Je regarde aussi le foot, parce qu'ils ont beaucoup d'exercices sur les réflexes. Alors même si le mouvement n'est pas le même, par exemple les exercices où ils shootent à ras de terre avec des espèces de planches par des terre, cônes et des planches pour dévier le ballon. Qui changent la direction et tout. Ça nous arrive de le faire aussi avec nos moyens. Bon, c'est un peu moins précis, mais parce que dans l'eau c'est un peu plus dur à mettre en place. Mais on arrive à trouver ce genre d'exercice aussi, de le mettre en place au water-polo. Donc non, je suis assez ouvert et ouais, je regarde pas mal de trucs. Ouais. La folie, le grain, l'absence de peur, c'est des mots qui sont beaucoup revenus sur les premiers épisodes avec les gardiens d'autres sports. Est-ce que c'est la même chose au water-polo? Alors oui, nous, c'est la même chose. Des fois, moi, ça m'énerve qu'on dise ça parce que j'ai l'impression d'être normal, entre guillemets. Ouais, tout le monde dit que pour être gardien, il faut être fou. Alors, c'est un côté top dans le sens où ça veut dire qu'eux sont pas capables de faire comme nous, en tout cas les joueurs. Et là, ils s'en rendent pas compte. Hein. Ils peuvent râler en disant qu'on fait rien à l'entraînement, mais s'ils ont pas cette folie-là, ils peuvent rien faire dans la cage. Mais ouais, ce côté folie, il faut l'avoir parce que si t'as peur du ballon, tu peux pas être dans la cage déjà. Et puis nous, on n'a pas de limite de tir commande où il y a la zone par exemple. Donc le mec, s'il veut venir en face de toi et essayer de poser la balle dans la cage, il va falloir te mettre entre lui et ton but. Donc il faut pas avoir peur du ballon. Faut des fois mettre la tête. Faut tout mettre quoi. Donc non, moi j'ai pas peur du ballon depuis que je suis gardien. Même avant le ballon, ça m'a jamais fait peur. Et c'est vrai que c'est une qualité très importante pour un gardien de but. Ouais. Quand on regarde de l'extérieur, il y a quelque chose qui moi personnellement m'a marqué, c'est que vous avez beaucoup le buste en avant, avec les épaules vraiment vers l'avant, à sortir le buste. Est-ce que vous le ressentez ou est-ce que c'est une vision de l'extérieur ou alors c'est justement une technique d'avoir le buste qui sort vers l'avant pour prendre le plus de place? Alors non, c'est une technique qui est fortement recommandée parce que en sortant vers l'avant, tu vas au contact du ballon et il y a moins de chances qu'il y ait une faute de main. Après, il faut pas trop l'accentuer non plus. Pour ma part,
j'essaye d'être le plus droit possible. Et effectivement, quand il y a un shoot, c'est le bras qui va aller majoritairement au contact du ballon. Et mon corps, j'essaye de pas trop partir en avant parce que si ça se produit, que tu fais ton arrêt, que le ballon retourne chez l'adversaire et que toi, tu es en train de tomber dans l'eau, s'il tire direct, tu n'as plus le Il y a un temps de décalage. Ouais, t'as plus le temps d'aller chercher le ballon sur le deuxième shoot. Donc, il faut réussir à trouver le petit entre-deux de justement, je vais chercher le ballon en avançant mon buste, mes bras. Mais par contre, il faut pouvoir te réceptionner, repartir s'il y a un deuxième shoot dans la foulée. Ouais. C'est plus dur un ballon avec ou un ballon sans rebond? Les rebonds, c'est relou. Les rebonds, c'est relou chez nous parce que des fois, c'est un peu aléatoire. Dans le sens où, avec les mouvements de l'eau, ça peut partir, soit il peut monter directement sous la barre transversale, soit il peut un peu ricocher. Donc il faut bien l'analyser au moment du shoot du joueur en face. Et nous, ce qu'on a tendance à dire aussi en général, c'est il y a deux solutions. La première, c'est aller au contact du rebond. Donc au moment où le ballon va toucher l'eau, essayer d'avoir la main au même endroit. Soit si tu es pris de vitesse par le rebond, il faut qu'au moment où le ballon remonte, il faut que ta main puisse suivre la trajectoire du ballon. Donc c'est le tir peut-être le plus compliqué pour un gardien au niveau de l'incertitude de la trajectoire. Mais pour moi, le plus dur à arrêter, si je dois donner mon avis, c'est le tir au-dessus de la tête. Quand il est vraiment bien réalisé, c'est l'endroit le plus compliqué à attraper. Ouais. Et comment ça se passe, toi, ton organisation par rapport à ta défense? Est-ce que tu te déplaces en fonction de ta défense? Est-ce que tu déplaces ta défense en fonction de toi et du tireur adverse pour essayer de l'amener dans un angle de tir? Comment tu gères ta défense? Alors, il y a deux choses qui peuvent se produire en match. La première, c'est évidemment la tactique du coach. Donc, tout le monde la suit. Nous, en water-polo, en général, pour défendre, il y a plusieurs styles. On va partir de là. Le premier, c'est du pressing. Donc, chaque joueur va prendre son vis-à-vis en strict, un peu comme en balle. Mais tout le monde va le faire en même temps. Et on va essayer de gagner le plus de temps possible pour qu'ils aient aucune chance de pouvoir tirer. Et d'être bien placés, en tout cas, pour aller marquer. Ouais, parce qu'il y a un temps en plus de possession pour l'équipe qui attaque. Donc, en plus, ouais, c'est ça, ouais. Pour l'instant, c'est 30 secondes. On va bientôt passer à 25 secondes de temps de possession avec les nouvelles règles qui vont bientôt être mises en vigueur. Donc, on a ce pressing-là, qui est le premier temps, on va dire, de la défense. Et ensuite, pour venir aider nous, on a la pointe et le défenseur pointe, l'équivalent du pivot et du... J'ai peut-être pas de nom en handball. Du pivot défensif et du pivot offensif, quoi. Voilà, exactement, comme au handball. Sauf que nous, ils sont vraiment isolés. C'est les deux, c'est un combat c'est un combat de lutte acharnée entre les deux. Et pour venir l'aider après ce temps de pressing là, parce que rester 30 secondes au combat, c'est très dur. On revient en zone et on a plusieurs styles de zone. Et donc, suivant la zone demandée par le coach, qu'on travaille à l'entraînement quotidiennement, etc. Les joueurs vont se positionner et moi, je vais devoir les positionner par rapport à ma cage et par rapport au secteur de shoot qu'ils doivent prendre. Donc, eux, ils vont mettre des blocs à une main parce que les deux bras, c'est interdit chez nous. Donc, moi, c'est un peu comme au hand, je pense. Ils ont des secteurs aussi. Moi, je vais leur gueuler dessus quand ils sont mal placés, leur dire à gauche, à droite, etc. Remonte, descend, etc. Et après, il y a aussi le moment où moi, je vais devoir, si je sens qu'un mec est moins en capacité qu'un autre à tirer, je peux dire totalement laissez-le. Le mec qui est en vis-à-vis avec ce joueur-là peut revenir aider complètement lui la pointe. Tous les autres partent au pressing et après c'est du 1 contre 1, joueur contre moi. En vrai, le chef de la défense, c'est moi. On parlait avec Vincent Gérard dans ce podcast-là. Il expliquait qu'au hand, par exemple, quand il y a un bloc, il peut demander à ses défenseurs de gérer, par exemple, le premier poteau. Et lui, il va anticiper un peu plus ou rester plus sur son deuxième poteau. Et des fois, c'est l'inverse, en fonction du tireur adverse aussi, les habitudes que lui peut connaître du tireur adverse. Est-ce que toi, c'est pareil sur le bloc? Est-ce que si tu sais qu'il y a un joueur qui va toujours viser le premier poteau, est-ce que tu vas demander à tes défenseurs de bloquer une partie du but et toi, te concentrer sur l'autre, ou alors c'est vous avez pas le temps, ou c'est plus on essaie de défendre au maximum. Et alors nous, ce qui est un peu différent du hand, du coup, pour le coup, c'est que vu qu'on défend à un bras pour le bloc, pour les joueurs, c'est facile de le contourner. Donc il y a énormément de shoots qui passent derrière le bloc, et ce qu'on essaye de faire, c'est de prévenir les joueurs du joueur qu'ils ont en face,
quelles sont ses habilités, que ce soit avec son poignet, avec son bras entièrement, etc. Par exemple, il y a des joueurs qui arrivent à passer le bloc en passant à l'intérieur et à finir avec le poignet pour changer la trajectoire de la balle au dernier moment. Il y en a d'autres, c'est complètement l'inverse, c'est passer du côté extérieur au bloc et venir Et la ramener contourner. après vers le but. Exactement. Donc nous, on essaie de donner aux défenseurs le shoot préférentiel et du coup de pouvoir anticiper si le mec aime bien tirer à l'extérieur du bloc, de pouvoir descendre son bras à ce moment-là, ou alors s'il tire à l'intérieur de son bloc, pouvoir le suivre avec son bras en entier, suivre la trajectoire de son corps. Quelle est la part de psychologique dans un match par rapport à l'adversaire et même toi sur ton match et sur le déroulement de ton match? Ouais, elle est très importante. Je pense que on a un poste qui demande énormément de ressources mentales. Parce que comme je disais un petit peu tout à l'heure, si tu fais une boulette, tu payes cash, tu prends but direct et ça empathie sur le résultat le résultat final. Donc non, il faut être costaud mentalement, faut réussir à tout de suite passer à autre chose. En tout cas, pendant le match, si ça arrive, faut passer à autre chose immédiatement. Moi, je sais qu'il y a un état d'esprit que j'aime aborder, c'est justement, on parlait aussi de folie. C'est quand je fais un arrêt ou qu'on marque un but, c'est de rentrer un peu dans une sorte de transe pour à la fois moi permettre d'exulter, de célébrer, etc. Ça me permet de relâcher la pression et aussi ça peut faire aussi un peu peur aux adversaires. Et je sais que moi quand je fais ça, ça me met dans un état justement où je me sens invincible, même si c'est pas forcément le cas tout le temps, mais en tout cas je ressens cette invincibilité. Ouais. Et les joueurs, ça leur plaît énormément, ça les booste aussi. Ils savent que derrière, il y a un Barjo qui est en train de péter un plomb et qui va être là pour leur sauver les fesses quand il y en aura besoin. Donc moi, cet état de transe-là, je sais que ça soit ici ou en équipe de France, il est apprécié de tous. Et des fois, quand je l'ai pas, parce que ça arrive aussi, des jours où c'est moins bien, on voit directement la différence. Donc le côté psychologique est très très important. Ouais. Et les matchs sont des périodes de 4 fois 8 minutes, donc c'est très court, à la différence du foot où c'est 45 minutes, du hand où c'est 2 fois 30 minutes. Là, c'est vraiment des temps très courts. Au niveau de la concentration, est-ce que tu es, entre guillemets, à fond pendant 8 minutes ou est-ce que tu arrives quand même à avoir, malgré l'intensité, des petits moments où tu peux redescendre un peu pour justement après repartir dans cet état de transe, ou alors c'est vraiment un sprint. Pendant 8 minutes, c'est un sprint. Non, il y a des moments où je relâche un peu tout ça. Nous, et c'est là aussi que les joueurs nous taquinent, c'est que nous, entre guillemets, sur 8 minutes, on a 4 minutes où les mecs sont en attaque sur nous, quoi. Parce que vu qu'on a notre temps de possession de 30 secondes, ils font les calculs, les joueurs, là, ils disent, vous travaillez que 4 minutes sur 8 et nous, on travaille 8 minutes. Ça aussi, ça joue dans leur chambrage avec les gardiens au water-polo. Donc non, quand je suis en défense et que je suis en train d'essayer de pas prendre de but, là c'est au taquet, il y a pas de moment de répit, etc. Par contre, quand mes joueurs ont le ballon et qu'ils sont en attaque, c'est là où je peux redescendre un peu en pression, récupérer, analyser ce qui a été bien ou pas bien sur la défense d'avant, râler quand il faut râler, parce que des fois ça fait du bien de râler aussi. Donc non, je suis pas à fond pendant 8 minutes. Mais je suis à fond pendant bien 6 minutes 30, ouais. Quoi. Et dans les moments, entre guillemets, plein de suspense, il y a ces actions où tu as un adversaire face à toi, et là, par contre, c'est un jeu de feinte entre lui et toi, où lui, il a le droit d'avoir le ballon dans la main, il va faire 1, 2, 3, 4 feintes avant de tirer, et toi, par contre, tu dois réagir. Comment ça se passe, ce duel-là, où tu dois pas forcément montrer trop d'anticipation. Comment ça se passe? Alors ça dépend, quand il est proche de moi ou quand il est loin quand même. Quand il est proche de toi, que vous êtes quasiment à 2 mètres et que lui, il a le ballon dans la main, il peut multiplier les feintes sans tirer, et toi, tu es obligé d'attendre. Alors ça, c'est peut-être paradoxal, mais c'est mon moment préféré. Moi, j'aime quand ils viennent face à moi, parce que c'est vraiment c'est un duel 1 contre 1. C'est le meilleur va s'en sortir.
Moi, j'aime bien ça parce que, bah, après moi, il y a plus rien, quoi. Et vu que je peux tenter tout ce que je veux, bah, j'ai cette liberté de me dire, bah, s'il marque, bah, c'est la logique, entre guillemets. Moi, je suis juste là pour essayer de l'arrêter. Et si ça marche pas, tant pis. Et avec cet état d'esprit-là, moi, j'arrive à passer en mode, bah, en fait, je vais te carrer, quoi. Je vais te carrer, mon coco, et tu vas repartir défendre. T'auras toute la piscine à nager, et moi, je serai tranquille avec le ballon dans la main. Et ouais, c'est un duel classique, parce que ça arrive quand même pas mal de fois. Et c'est vrai que, ben, j'arrive à les inciter à tirer là où je veux. Et ça me réussit plutôt, ouais, plutôt pas mal. Ouais. Avant de rentrer dans le détail de ta carrière en club et en sélection, on va passer au podium de ta carrière. C'est les 3 images fortes. Si tu devais en mettre une à la 3e place. Oh purée, c'est pas facile. Je dirais la victoire au championnat d'Europe 2022 avec l'équipe de France contre la Serbie, qui était notre premier 8e de finale de notre parcours. Et qui était contre les champions olympiques en titre déjà à ce moment-là, même s'ils le sont encore là en 2024. Et quand t'es la France au water-polo et que tu joues la Serbie, si tu demandes à n'importe qui, tout le monde te dit bon bah vous avez aucune chance. Et quand ça s'est produit, on s'est mangé une vague d'émotions tellement forte que je le mettrais en position numéro 3. Ouais. À la 2e place. Deuxième place, je dirais mon premier titre de champion de France avec Strasbourg. Donc venu de Nice, arrivé ici en 2013-2014. Je n'ai pas forcément pensé à une carrière au water polo. Je m'étais dit, bah, on me propose de venir là, pourquoi pas essayer. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas, tant pis. Et en 4 ans, on a réussi à gravir les échelons et je sais pas, on arrive à faire à aller en finale et on bat Aix-en-Provence à ce moment-là en finale. Et on est champion de France, et là je me dis, ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? C'est dingue, regarde d'où tu viens. À la base, personne te connaît, et t'es champion de France. Et à la 1re place? La 1re place, c'est l'indétrônable quart de finale contre les Hongrois en 2024, au championnat du monde au Qatar, où on fait un match où on commence très très mal. On est mené de 4 ou 5 buts, je crois, à la mi-temps. Et on se dit, les gars, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Et on arrive à renverser le match. Je sais pas ce qui se passe exactement. Je pense que c'est indescriptible encore aujourd'hui, mais il se passe un truc. Il y a une atmosphère entre nous, une ambiance dans l'eau, une énergie. Tout le monde était au diapason, tout le monde était là les uns pour les autres. Et on arrive à gagner d'1 but ce match-là. Et on passe en demi pour la première fois de notre histoire. Et là... Quand je regarde, enfin, quand dans l'eau, on vient de réaliser cet exploit-là, parce que c'était un vrai exploit pour le water-polo français à ce moment-là, et que je vois les yeux de tout le monde, la joie, il y avait tellement d'émotions différentes. Moi, je n'ai pas pu retenir mes larmes, je suis accroché à mon poteau là derrière, j'étais en train de chialer toutes les larmes de mon corps. Et quand je revois ça et quand j'y repense encore aujourd'hui, ça me donne des frissons. C'était incroyable. Là. C'est ce qui a lancé votre année 2024. On va en parler avec les Jeux Olympiques. Mais avant ça, ta carrière en équipe de France, tu es sélectionné pour la première fois en 2015. Et après, il y a des moments où tu es sélectionné, où tu es moins sélectionné, dont ces Jeux Olympiques de 2021, où tu participes pas au tournoi de qualificatif olympique. Comment tu le vis? Comment tu gères cette période-là où tu es gardien de première division à Strasbourg? Tu as déjà connu l'équipe de France, mais au moment du TQO, tu n'y es pas. Ben, nous, les sportifs, en général, on a un ego pas surdimensionné, mais on a un sacré ego quand même. Et à cette période-là, je me sentais un peu intouchable parce que j'avais deux titres de champion de France dans mes bagages avec Strasbourg, ce qui n'est pas anodin, ce qui n'arrive pas tous les jours. J'étais bon, donc je me disais pas obligé d'être. Tu sais que tu vas y aller, donc t'es pas obligé forcément de te donner à 2000% pour avoir ta place. Donc sur les stages qui ont précédé un peu les TQO avant les Jeux,
pas que j'étais pas à fond, mais je donnais ce que j'avais envie de donner, quoi, sans forcément. Pas assez. Ouais, pas assez. Ouais, pas assez. Moi, je pensais que je donnais assez. En tout cas, j'essayais de renvoyer l'image au sélectionneur que je donnais ce qu'il fallait. Mais c'est vrai que plus tard, j'ai compris que j'étais complètement en sens inverse, là, que je faisais n'importe quoi, et que c'était pas du tout la mentalité d'un sportif de haut niveau. Mais au moment où ça s'est produit, où j'ai pas été sélectionné, je me suis dit, mec, enfin, honnêtement, le sélectionneur et le sélectionneur adjoint, je me suis dit, mais là, vous faites la plus grossière erreur de votre vie, c'est grave ce que vous faites. Je les ai pas envoyés bouler parce que je sais pas dans mon tempérament, mais je me souviens avoir une discussion avec le coach à la fin où je leur ai dit, sans moi, ça va être difficile d'y arriver. Tu vois, donc quand même un sacré ego, hein, fait. Après, Ouais. j'étais piqué parce que, comme dit, je pensais que j'étais intouchable. Ils m'ont piqué à vif. Puis je suis rentré chez moi, bredouille. J'avais le seum, quoi, de pas y aller. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai discuté un peu avec des amis, que ce soit des amis qui étaient au TQO, hein, des amis qui étaient dans l'équipe de France à ce moment-là, des amis ici à Strasbourg. Et en discutant, ils m'ont dit, ouais, c'est toi qui as déconné, en fait. Je t'ai pas donné à 100%. Même si nous, on sait que t'es meilleur. Lui, il a plus mérité que toi sur ce stage-là. Donc c'est normal que tu sois pas venu. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, faut pas se reposer sur ses acquis. Et qu'il faut toujours bosser plus dur, et c'est comme ça que tu progresses. Et c'est vrai que depuis ce jour, je vis une ascension. En tout cas, j'ai vécu une ascension fulgurante de mon niveau de jeu. Et avec le recul, est-ce que c'était une sanction, à ton avis, pour marquer le coup, même si c'était pas forcément une question de performance, et que même si tu donnais moins, tu étais dans les meilleurs gardiens français? Ou alors, est-ce que tu étais moins bon que les gardiens qui sont partis comment tu l'as ressenti, toi? Est-ce que tu penses que de la part du staff, c'était un moyen de te piquer? Alors là, de te piquer fort, parce que c'est les Jeux Olympiques, mais comment tu l'as ressenti? Non, je pense que c'était vraiment un moyen de me faire comprendre que le haut niveau, c'est pas ça, en fait. C'est pas venir en sélection, se reposer sur ses acquis et se dire que t'as besoin de faire moins que quelqu'un qui est peut-être moins bon que toi pour espérer aller aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde, Championnats d'Europe. Il faut que tu te fasses chier comme les autres, en fait, à l'entraînement. Faut que tu donnes le meilleur de toi-même et il faut que tu te remettes à chaque fois en question. Et moi, c'est quelque chose que je faisais pas parce que justement, je pensais que tout était acquis, que dans la succession logique, le gardien qui était en place, le numéro 1, Rémi Garceau, quand il allait s'arrêter, ça allait être moi. Un peu le pays des bisounours, quoi. Sauf que le sport, c'est pas ça. Si tu bosses pas, tu récoltes aucun bénéfice, tu t'améliores pas. Et c'est cette période-là, j'étais dans ce mode de fonctionnement. Et le staff, à juste titre, m'a fait comprendre que là, j'allais dans la mauvaise direction. Et comme tu l'as dit, ils m'ont piqué à vif. Donc c'est pour ça que j'étais énervé et que je leur ai dit sans moi, vous allez pas y arriver. Mais c'est clairement de l'ego. Des fois, je regrette d'avoir dit ça. Mais et moi, ils m'ont fait comprendre que c'est très important de toujours se remettre en question, toujours travailler. Et depuis que je me suis mis ça en tête, comme dit, je fais que progresser, quoi. Donc j'ai bien compris la leçon. Autres Jeux Olympiques, ceux de 2024 à Paris. Vous étiez qualifié, vous sortiez, comme tu le disais, d'un mondial où vous avez performé en quart, vous avez terminé quatrième. Toi, tu parlais de progression. Collectivement aussi, il y a une progression. Comment tu juges le water-polo en France, le water-polo français par rapport au monde? C'est une nation émergente ou c'est une nation qui, dernièrement, a acquis ce statut de bonne nation? Dans l'histoire du water-polo français, il y a toujours eu ce statut de ils sont bons, mais on sait qu'on va gagner à la fin. Les adversaires se disaient toujours ça. Et nous, avec l'équipe qui a fait, parce qu'il y a eu beaucoup de rotations, là il y en a beaucoup qui se sont arrêtés, l'équipe qui a fait 2021, je veux dire, jusqu'à 2024 les Jeux Olympiques, on a réussi à effacer cette image-là de la France, c'est une bonne équipe, mais on va gagner, en la transformant en purée, on va jouer la France et ça va être chiant, quoi. Et on sait qu'on peut perdre et on va vraiment devoir se bouger le cul si on veut gagner contre les Français. Justement, avant les Jeux Olympiques, vous attendiez ces Jeux Olympiques en France, à la maison. Déjà, participer aux Jeux Olympiques, qu'est-ce que ça représentait pour toi? Moi, c'est assez étrange parce que
vu que je savais pas que j'allais faire carrière dans le water polo au début, parce que je faisais ça pour le plaisir à Nice au tout départ, j'ai jamais vraiment eu comme objectif de faire les jeux. Je me suis dit, prends tout ce que tu as à prendre, et puis ça te forgera, puis tu deviendras un bon joueur de water polo, puis ça te forgera aussi à l'extérieur en tant qu'homme. Donc prends tout ce que tu as à prendre, tout sera bon pour toi. Et petit à petit, donc j'ai été performant, j'ai été appelé en sélection, etc. Et quand on a émis le projet Paris 2024 et un résultat, là je me suis dit, ah ouais, les jeux, ça va être quand même quelque chose. Ça va être peut-être le moment le plus dingue de ma vie. Mais je l'ai pas vécu comme un rêve. C'était plus un objectif du coup. Et cet objectif-là, j'ai réussi à le réaliser. Après, ce qui s'est passé pendant les jeux, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais voilà, ça fait aussi partie de notre histoire et de l'équipe de France, quoi. Une déception, une grosse déception, le résultat par rapport à vos ambitions et à comment vous les abordiez, ces jeux? Ouais, une grosse déception parce que si je dis pas de bêtises, je crois que sur la 2, quand ils faisaient les émissions justement avant les jeux, etc., ils disaient un peu les chances de médaille, pas inespérées, mais un peu improbables par rapport aux sports qui ont, entre guillemets, l'habitude de ramener des médailles à la France. Il me semble qu'on a été cité. Donc ouais, en entendre ça, déjà c'est énorme pour le water polo français. Et je pense que nous, on s'est mis la pression parce déjà rien que pour nous, on voulait gagner quelque chose. Et après, pour le water polo en général, pour les gens qui nous suivent depuis longtemps, etc., on voulait ramener aussi, un bon résultat à tous ces gens. Donc on s'est mis beaucoup de pression. C'est ça qui a fait que ça n'a pas marché ou il y a d'autres éléments? Non, je pense qu'il y a d'autres éléments. Je pense que nous, on s'en est mis, les joueurs. Je pense que le staff s'en est mis aussi, parce que je pense que c'est une des rares fois dans le water polo français où on était conscient qu'on pouvait le faire. Et c'est pas une position qu'on a l'habitude d'avoir. En général, on est outsider, on essaie de se hisser en quart de finale. Gagner un quart de finale, on l'a fait qu'une seule fois. Donc je pense qu'on avait cette position-là ouais, on va le faire, on va y arriver. Mais en fait, on l'a jamais fait. Je pense qu'on s'est un peu tous mis la pression, on s'est peut-être un peu embrouillé l'esprit avec des choses un peu inutiles. On avait peur de l'ambiance du village olympique, parce que pas tout le monde ne la connaissait. Il n'y en a que quelques-uns du water polo français qui l'avaient fait en 2016 à Rio. Ouais. Donc il y avait eu l'expérience. Et nous, on nous avait un peu mis en garde sur attention, il y a beaucoup de gens, ne vous laissez pas distraire, tout ça. Se faire manger par le village, quoi. Exactement, ouais. On nous avait dit aussi, ouais, souvent en bas de l'immeuble, c'est ceux qui perdent en premier qui restent et qui regardent les autres. Et nous, on s'était dit, ouais, bon, de toute façon, on y va pour faire quelque chose. Donc rester en bas de l'immeuble, on a un carré, quoi. Enfin, on s'en fout. Et je sais pas, on est rentré dans une espèce d'état d'esprit où on avait un peu peur de tout. Peur de rester trop longtemps au self, par exemple. Peur de, je sais pas, aller se balader parce que peut-être que c'était pas bon pour la perf. Et tout ça mélangé, plus la pression qu'on se mettait du résultat, plus la pression que peut-être chacun se mettait parce qu'on allait jouer devant des gens qu'on connaissait, des gens qu'on connaissait pas non plus, des piscines pleines, 5000 personnes au water polo, ça n'arrive jamais. Et 15 000 à la défense, je sais même pas si ça a déjà existé, si ça a déjà dû exister dans les pays vraiment où c'est le sport national. Mais pour le water polo, en France, ça n'a jamais existé. Donc peut-être tout ça mélangé, ça fait que nous, on s'est un peu bridé, et dans l'eau, ça s'est ressenti. En tout cas, moi, je le ressentais. On jouait pas comme on avait l'habitude de jouer. On a l'habitude d'être très agressif, de jamais rien lâcher. Les mecs en face de nous, ils doivent ressentir la pression qu'on leur met physiquement dans le jeu. Et là, c'est vrai qu'on était un peu soft. On était, je sais pas, on avait peur de faire des bêtises, etc. Moi aussi, j'avais peur de, si je fais pas l'arrêt là, putain, on va être dans la merde derrière. Et tout ça mélangé, ça fait que on s'est retrouvé à ne même pas jouer les places on n'a même pas joué les places qualificatives, quoi. On a fini 9e, je crois, si on compte le goal average et tout ça. Ça reste entre guillemets gravé, cette déception, où tu as réussi à la passer avec la reprise du championnat en club, le fait de retrouver l'équipe de France pour d'autres compétitions. Tu as réussi à digérer, passer à autre chose, ou ça restera quelque chose qui va vous marquer collectivement sur ce groupe de joueurs? Non, j'ai réussi à passer à autre chose. C'était très dur sur le moment.
Quand on a été éliminé, je crois que c'était le dernier match, c'était le 4 août, je crois. Et on avait le choix on pouvait rester dans le village. Moi, le 5, je suis parti chez moi, je suis rentré direct. Je voulais plus voir personne. Même les autres sports où j'avais la chance de pouvoir y aller avec mon accréditation Ouais, de vous aviez des sportif. tickets pour rester, jusqu'à la fin des Jeux, vous auriez pu rester, ouais. Ouais. Vraiment, je pouvais plus voir personne. Il fallait que je rentre chez moi, que je me repose, que ma tête change totalement de pensée. Il fallait oublier le water-polo et le sport en général. Et donc j'ai mis un peu de temps quand même à passer à autre chose. Et après, au bout de 3 semaines, un mois, c'était bon, j'étais frais pour revenir ici. Mais c'est vrai que des fois, quand j'en reparle, aujourd'hui on a l'occasion d'en reparler, ça me refout un peu le mood un peu cafard. Ouais, on a quand même loupé une des plus grosses opportunités de notre vie, tu vois. Et je pense que on l'aura toujours dans un coin de notre tête, mais on est quand même tous passés à autre chose, quoi. On va finir sur une note positive. Est-ce que tu as quand même eu cet effet waouh des Jeux Olympiques au village, sur la cérémonie, sur un match, à la défense? Tu l'as quand même eu? Ouais, je l'ai eu. T'arrives quand même à avoir cet effet Ouais, je l'ai eu sur les matchs avec le public. La Marseillaise chantée par 5000 ou 15 000 personnes. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est vraiment le truc qui sera gravé à jamais dans mon cœur et dans ma tête. Le bruit qu'il y avait dans ces piscines, c'est un truc que j'oublierai jamais, ouais. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir retracé toute ta carrière, de nous avoir fait découvrir le water-polo sur des spécificités. On va maintenant passer au face-à-face pour bien terminer cet entretien. Une question, une réponse. Allons-y. Ton plus bel arrêt? Plus bel arrêt... Il y en a tellement. Mon plus bel arrêt... je dirais le penalty face à la Hongrie en quart de finale. Ce qui te fascine chez les gardiens? Le côté psychologique, se remettre en question tout le temps et aller toujours de l'avant. Ce qui t'énerve le plus chez un gardien? Ceux qui, quand ils prennent un but, refont le geste sans le ballon. Si je prends un but à ma droite, sous mon bras, ceux qui refont ça comme ça, là, ça m'énerve. Dans les buts, t'es plutôt un dauphin agile ou un requin impitoyable? Oh purée, un mix des deux. Ton modèle? Au water-polo, j'en ai pas forcément, donc je vais aller vers Monsieur Omeyer. Ce que t'aurais piqué à un gardien d'un autre sport? Ça, c'est une bonne question. Je dirais, ce sera encore lui, mais l'explosivité de Thierry Omeyer. Pissaladière ou Flamencuche? Pissaladière. L'exercice que tu détestes? Je dirais que le plus chiant, c'est porter un ballon de 5 kilos, bras tendus, dans l'eau, c'est chiant. Ton geste préféré? Une belle relance qui termine sur la main et but derrière. Los Angeles 2028, oui ou non? Oui. Le tireur adverse le plus coriace? C'est un Hongrois, je dirais. Denis Varga. Le conseil que tu donnerais au Hugo Fontani, né à Nice? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais tellement de choses. Je lui dirais de ne jamais abandonner, de toujours suivre sa volonté, travailler dur, ne laisser personne se mettre en travers de son chemin, et surtout de kiffer tout ce qu'il fait et de rien regretter. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir retracé toute ta carrière, de nous avoir présenté ce sport pour les personnes qui découvrent le water-polo. Vous avez maintenant la spécificité du poste de gardien au water-polo. Merci beaucoup. Merci à vous, j'espère que j'aurai contribué à bien expliquer en tout cas le water-polo et mon poste. Ouais. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir tous les autres entretiens. Plus de 20 invités ont déjà partagé les coulisses de leur carrière en Ligue 1, en Ligue des Champions, à l'étranger, lors d'une Coupe du Monde ou au JO. Et puis, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis, à tous les fans de sport pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité.
mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.